Cela s'est passé quand j'avais 18 ans, lors de mon voyage en voiture de ma ville natale vers mon nouveau collège. J'avais tout entassé dans le coffre et sur la banquette arrière de mon petit SUV bon marché. Non seulement c'était mon premier long trajet en voiture seul, mais c'était aussi la première fois que j'allais être loin de ma famille pendant une longue période, donc mes nerfs étaient naturellement à vif. Bref, les indications que je suivais annonçaient un trajet total de 1000 km que j'avais prévu de diviser sur 2 jours de conduite. Je suivais l'itinéraire proposé par les cartes et il était estimé que j'arriverais à l'hôtel vers 23 heures. Mais avec le trafic possible, les arrêts pour l'essence et pour manger, je savais que j'arriverais probablement bien plus tard. Vers 19 heures, le soleil était complètement couché et la plupart des voitures avaient disparu aussi. De temps en temps, une voiture passait et je voyais ses phares disparaître lentement devant moi. Mais pendant la majeure partie du trajet, j'étais seul sur la route, ce qui m'a rendu vraiment fatigué et ennuyé. Vers 22 heures, j'ai décidé de m'arrêter à la prochaine station-service avant de faire la dernière ligne droite de mon trajet. Environ 10 minutes plus tard, je suis sorti de la route et je suis entré dans une station-service. Étant si loin de tout, ce n'était pas une ville ni même un hameau. C'était littéralement juste une station avec quelques pompes et une minuscule épicerie. Je n'ai vu aucune autre voiture sur la route, ni sur le parking, et même pas de lumière provenant de maisons ou bâtiments aux alentours. Je me suis garé directement à une pompe et je suis sorti pour commencer à faire le plein. En regardant autour de moi, j'ai presque sursauté en voyant un homme qui s'approchait de moi. Par rapport à moi, il était bien plus âgé, probablement dans la cinquantaine si je devais deviner, et il avait vraiment l'air sans abri. Quoi qu'il en soit, être abordé ici, dans un endroit si isolé, n'était pas quelque chose auquel je m'attendais. Son petit sourire ne me rendait pas plus à l'aise. « Vous avez besoin de quelque chose ?» lui ai-je demandé, espérant qu'il n'allait pas s'approcher davantage. L'homme s'est arrêté à quelques mètres de ma voiture et a regardé autour de lui presque prudemment, avant de répondre « Prenez la sortie et retournez sur l'autoroute. » Je l'ai regardé, confus, sans être sûr de l'avoir bien compris. Il a pointé derrière moi vers la sortie d'où je venais et a répété « Prenez la sortie et retournez sur l'autoroute. » Après quelques secondes, j'ai répondu « D'accord » et l'homme est parti. Mais j'étais toujours vraiment confus. La sortie d'où je venais, celle qu'il voulait que je prenne à nouveau, était une route à sens unique. Donc, d'après sa logique, il voulait que je roule en sens inverse et que je fasse demi-tour pour revenir sur l'autoroute. Cela n'avait tout simplement aucun sens. J'ai jeté un coup d'œil à la route d'entrée, celle que j'étais censé prendre, et il n'y avait aucun signe de travaux ou quoi que ce soit qui la bloquait. Ça ressemblait juste à une rampe d'accès vide menant de nouveau à l'autoroute. Alors que je rangeais le tuyau de la pompe et montais dans ma voiture, j'ai jeté un coup d'œil à l'homme, qui était désormais assis contre le mur de l'épicerie. Plus j'y réfléchissais, plus cet homme me paraissait bizarre, assis là à dire des absurdités. Je me suis dit que c'était peut-être un piège ou quelque chose du genre. J'ai donc suivi mon instinct et j'ai quitté la station pour me diriger vers l'entrée de l'autoroute. En m'engageant sur l'autoroute, je me suis rendu compte que quasiment tous les lampadaires étaient éteints. J'ai ralenti, pensant que c'était peut-être une zone de travaux ou quelque chose du genre. Je gardais les yeux fixés sur la route juste devant moi, en restant vigilant. Mais alors que je traversais cette route sans éclairage, j'ai à peine distingué la silhouette d'une personne sur ma gauche, avant qu'un pick-up surgisse de nulle part et s'arrête juste devant ma voiture. Toutes les portes se sont ouvertes et 4 hommes en sont sortis, courant vers ma voiture, armés de toutes sortes d'armes, des battes en métal, des machettes, des couteaux. Ils n'avaient même pas le visage couvert, ils avaient juste ce regard vide, comme s'ils ne ressentaient rien à propos de ce qu'ils faisaient. J'ai immédiatement commencé à reculer pendant qu'ils s'approchaient à quelques mètres de mes vitres. Dès que j'ai pu m'éloigner suffisamment, j'ai soudain vu la silhouette de dizaines de personnes sortir de l'ombre sur le côté de la route. Quelques-unes ont même essayé de courir après ma voiture pendant que je faisais marche arrière frénétiquement. Dès que j'ai pu, j'ai fait demi-tour et j'ai démarré en trombe. J'ai appelé le 911 une fois que je me suis senti en sécurité, mais pour une raison quelconque, je n'ai jamais reçu de rappel, aucune mise à jour, presque comme s'ils n'avaient même pas vérifié l'incident.
Ironiquement, c'est le vieux type bizarre de la station-service qui a tenté de m'empêcher de me retrouver au milieu de cette embuscade, ou du moins c'est ce que j'imagine qu'il essayait de faire. Quoi qu'il en soit, j'ai eu énormément de chance de m'en sortir vivant, car je n'ai toujours aucune idée de ce que c'était, ni de ce qu'ils avaient prévu de faire. C'était un vendredi typique après mes cours à l'université, et je passais la soirée à faire des livraisons pour Uber Eats. C'était ma routine habituelle, travailler les week-ends pour m'aider à payer mes frais de vie sur le campus. La soirée avait bien commencé, avec beaucoup de commandes et un bon revenu, puis il y a eu un creux après la grosse ruée du dîner. Très peu de commandes apparaissaient, et celles qui arrivaient étaient très peu payées. En gros, une perte de temps. Après avoir conduit sans but pendant 1 heure, une commande est enfin apparue, et elle n'était pas trop mal. C'était à 8 km de là, mais le paiement en valait la peine. Ce n'était pas extraordinaire, mais suffisamment pour que cela ne soit pas une arnaque comme la plupart des autres. J'ai accepté la commande, je suis entré dans le restaurant pour prendre le sac, puis je suis monté dans ma voiture, et j'ai commencé à rouler. Le GPS indiquait que cela prendrait 30 minutes, ce qui était le plus long pour une commande que j'avais effectuée jusqu'à présent. La plupart des maisons se trouvaient habituellement près du campus. Mais au-delà de 15 à 20 minutes de route, cela devenait principalement des champs de gazon, et rien d'autre. Arrivé à la marque des 20 minutes, c'était justement ça, presque aucune maison, juste des champs de culture à perte de vue. Les 10 dernières minutes de route se sont déroulées sur une route déserte longeant des fermes. Puis, j'ai finalement atteint la maison. Une allée de terre se raccordait à la route, traversant un grand champ, et tout au fond se trouvait une petite maison. Conduire à travers ce champ donnait une sensation étrange, même si je ne suis pas du genre à m'inquiéter sans raison. Ça semblait différent. Plus je m'éloignais de la route, plus le seul bruit était le léger grondement de ma voiture sur le chemin de terre. Je me suis garé devant la maison, j'ai préparé le sac, et j'ai laissé la voiture allumée. Lorsque je suis sorti, la nuit était silencieuse et la maison était plongée dans l'obscurité, sauf pour la lumière du porche qui illuminait l'extérieur. Je me suis frayé un chemin à travers l'herbe non entretenue et je suis monté sur le porche. J'ai frappé à la porte. En attendant, je me suis retourné pour regarder ma voiture, garée dans l'obscurité avec le champ noir comme du charbon derrière elle. Un moment s'est écoulé, puis j'ai frappé à nouveau, mais il n'y a pas eu de réponse. Pas même un bruit venant de l'intérieur. Il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser l'étrangeté de la situation. Il n'y avait pas de lumière allumée à l'intérieur, et en me rapprochant, j'ai remarqué à quel point la maison semblait en ruine. La seule chose qui me faisait penser que la maison n'était pas abandonnée était que j'avais une commande pour cette adresse, et la lumière du porche était allumée. J'ai examiné la lumière en me demandant pourquoi c'était la seule allumée, mais par chance, j'ai remarqué que le haut de l'ampoule avait une petite batterie solaire bon marché. C'était juste une lumière automatique qui se charge pendant la journée et s'allume le soir, ce qui signifie que personne n'avait besoin d'être là pour l'allumer. Alors que j'assemblais ces éléments dans ma tête, j'ai entendu un bruit derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu une voiture qui roulait sur le chemin de terre juste derrière ma voiture. Je me suis figé, fixant les phares, jusqu'à ce qu'un homme en sorte. Depuis le porche, j'ai crié pour lui demander si c'était sa commande, mais il n'a pas répondu. Il est simplement resté debout à côté de sa voiture, sans bouger ni parler. Une montée d'adrénaline m'a envahi alors que je réalisais à quel point la situation était probablement dangereuse. Le silence de la nuit me rappelait qu'il n'y avait personne autour pour m'aider. J'étais coincé au milieu d'un champ, entre une maison vide et un étranger. Dans un élan de réaction instinctive, j'ai lâché le sac et j'ai couru hors du porche, m'enfuyant derrière la maison, directement dans le champ de blé. Je me suis retourné et j'ai vu l'homme qui se lançait à ma poursuite. Paniqué, j'ai continué à courir. Plus je m'enfonçais dans le champ, plus l'herbe devenait épaisse et haute, jusqu'à ce qu'elle bloque complètement ma vue. À ce moment-là, je savais qu'il n'avait aucune chance de me suivre. J'ai ralenti, reprenant mon souffle, et j'ai continué à me faufiler à travers les cultures, essayant de rester silencieux au cas où l'homme me cherchait encore. Finalement, je suis arrivé dans le jardin de quelqu'un d'autre et de là, j'ai pu atteindre une route où j'avais suffisamment de réseau pour appeler à l'aide.
La police est venue me chercher et est allée vérifier ma voiture. Mais évidemment, l'homme avait disparu. Ce qui m'a surpris, c'est que ma voiture n'avait pas été vandalisée et le sac de nourriture était toujours sur le porche de la maison abandonnée. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. L'homme avait probablement d'autres intentions, bien plus sinistres que de me voler. Cela s'est passé lors d'un road trip que je faisais en rentrant de chez ma famille après les fêtes. En général, je ne conduis jamais plus de quelques heures, car je préfère largement prendre l'avion. Mais cette année, les billets pour ma destination étaient beaucoup plus chers que d'habitude. Un billet aller-retour coûtait plus de 1 000 $, alors qu'il ne s'agissait que de traverser quelques États. J'avais tout planifié de manière à rentrer chez moi quelques jours avant de devoir retourner au travail. Mais une tempête de neige est arrivée le jour où je devais partir, ce qui m'a forcé à rester 2 jours supplémentaires avant de pouvoir enfin prendre la route. Les routes étaient désertes puisque la période des fêtes était passée et la plupart de mon trajet évitait les grandes villes. Le plus dur était de rester éveillé et de combattre l'ennui. Les 8 premières heures se sont passées sans problème. Bien sûr, j'étais fatigué, mais la neige sur la route m'aidait à rester alerte et concentré. Il était environ 22 heures et j'avais réservé une chambre d'hôtel dans une petite ville à environ 2 heures de route. Alors que je conduisais, j'ai vu dans mon rétroviseur un petit point lumineux, les phares d'une voiture derrière moi. C'était en fait la première personne que je voyais sur la route depuis plus d'1 heure. Les phares grossissaient rapidement, ce qui signifiait que la voiture se rapprochait très vite. En quelques instants, j'ai vu que c'était en fait une grande camionnette. La route étant à une seule voie, je ne pouvais pas me décaler pour la laisser passer, mais je me suis dit qu'ils allaient sûrement me dépasser vu leur vitesse. Cependant, quand la camionnette est arrivée juste derrière ma voiture, elle a calé sa vitesse sur la mienne et est restée là. Après quelques secondes, j'ai réalisé qu'ils n'essayaient pas de me doubler et nous avons roulé ainsi pendant presque 10 minutes. C'était assez inquiétant, étant donné que nous étions seuls sur la route et que cette énorme camionnette me suivait de très près. Ce n'était pas une distance de sécurité normale. Ils étaient si proches que je ne pouvais même pas voir leur pare-choc ni leur plaque d'immatriculation dans mon rétroviseur. Peut-être ai-je réagi un peu trop vite, mais lorsque j'ai vu une sortie pour une station-service, j'ai décidé de m'arrêter, en espérant qu'ils continueraient leur route et que je pourrais mettre un peu de distance entre nous. J'ai pris la bretelle de sortie, mais la camionnette était restée juste derrière moi. Je me suis arrêté à une pompe et la camionnette s'est garée à la pompe juste à côté. À ce moment-là, je ne savais pas trop quoi penser. Une partie de moi se disait que quelque chose n'allait pas, mais une autre partie pensait que j'exagérais peut-être. Je savais que c'était la seule station-service que j'avais croisée en plus de 30 minutes, donc il n'était pas si improbable qu'ils aient aussi besoin d'essence. Avant de sortir pour faire le plein, j'ai éteint ma voiture et regardé autour de la station. Une partie du bâtiment était dans le noir, avec une pancarte fermée accrochée à la porte. J'ai regardé autour, et il n'y avait rien d'autre que des champs enneigés, sans aucune maison ni bâtiment à proximité, seulement une route isolée qui les traversait. En regardant dans mon rétroviseur, j'ai vu un homme sortir de la camionnette et commencer à faire le plein. Je suis donc sorti pour faire de même. Alors que le compteur d'essence augmentait lentement, l'homme a rapidement terminé de remplir son réservoir, a refermé son bouchon et s'est dirigé vers l'arrière de sa camionnette. J'ai entendu le bruit fort de la porte arrière qui s'ouvrait. À ce moment-là, j'ai ressenti un instinct puissant, presque animal, qui me disait de fuir immédiatement. J'ai sorti le pistolet de la pompe de ma voiture et à peine une seconde plus tard, j'ai vu 3 hommes sortir en courant de derrière la camionnette et foncer droit sur moi. J'ai lâché le pistolet sur le sol et je me suis précipité dans ma voiture, verrouillant les portes, juste au moment où l'un d'eux attrapait la poignée et essayait de l'ouvrir. Je tremblais et essayais de démarrer la voiture aussi vite que possible. Les 3 hommes tournaient autour de la voiture, essayant chaque porte, mais après quelques instants, ils ont couru vers leur camionnette et sont partis avant même que j'aie pu quitter la station. Quand j'ai enfin réussi à m'enfuir, j'ai vu leur camionnette s'éloigner en prenant la direction opposée, retournant par la route d'où nous étions venus. J'ai immédiatement appelé la police pour signaler ce qui s'était passé, mais je n'ai jamais reçu de nouvelles ni d'informations. Il est évident qu'ils essayaient d'enlever des gens sous couvert de la nuit sur cette autoroute déserte et isolée. Ce qui est terrifiant,
c'est à quel point leur opération semblait bien rodée et, faute de meilleurs mots, professionnelle. Dès qu'ils ont réalisé que j'étais en sécurité dans ma voiture et que ce ne serait pas facile, ils ont fui la scène sans même avoir besoin de se parler. C'était comme s'ils l'avaient déjà fait de nombreuses fois auparavant. Qu'est-ce qui se serait passé s'ils m'avaient attrapé? Je ne sais pas, mais je supplie tout le monde d'apprendre de mes erreurs, car vous n'aurez peut-être pas autant de chance que moi. Je faisais une livraison de marchandises à une entreprise sur la côte ouest, partant de la côte est. C'était un itinéraire que j'avais parcouru de nombreuses fois, ayant été chauffeur routier pendant presque 20 ans. À chaque fois, c'est la même chose. Même route, mêmes aires de repos pour camions, même tout. Durant toutes ces années, je n'ai jamais vécu d'incidents vraiment étranges. Quelques situations inhabituelles, oui, mais rien de bien grave. C'est pourquoi, en reprenant ce trajet, je n'avais aucune inquiétude. C'était juste une autre journée de travail. Après environ 20 heures de route, une tempête s'est levée, ralentissant ma progression. Il était tard, et je cherchais déjà l'aire de repos la plus proche pour dormir. Tandis que je roulais, une lumière très soudaine est apparue derrière moi. La route que je suivais était plate et droite. Donc j'aurais dû voir ce véhicule arriver dans mon rétroviseur, mais tout d'un coup, il était juste derrière moi. Peut-être qu'ils avaient juste allumé leurs phares à ce moment-là, je ne sais pas. Mais ils sont rapidement arrivés juste à l'arrière de ma remorque. Je les ai surveillés dans mon rétroviseur, jusqu'à ce qu'ils se rapprochent tellement qu'ils étaient complètement masqués par ma remorque. Tout ce que je voyais, c'était leurs phares réfléchis à l'arrière, puis tout d'un coup, leurs lumières se sont éteintes. J'ai maintenu ma vitesse et continué à regarder mes rétroviseurs pour voir s'ils étaient toujours là, mais je ne pouvais pas en être sûr. Pour éteindre ces phares en pleine tempête, il fallait être fou. Et suivre un camion de si près dans ces conditions l'était tout autant. Heureusement, un panneau indiquait qu'une aire de repos pour camions se trouvait à seulement 8 km. Au moins, je savais que j'allais bientôt pouvoir me débarrasser de cette situation bizarre. Je ne voulais pas sauter aux conclusions sur la base d'un comportement étrange, mais en tant que chauffeur routier, c'est difficile de ne pas penser à un possible vol, surtout lorsqu'on est seul sur la route la nuit. Pour le reste du trajet jusqu'à l'aire de repos, je n'ai vu aucun signe de leur présence derrière moi. Je restais sur mes gardes, car je ne pouvais de toute façon pas vraiment voir grand-chose à cause de la pluie, mais je commençais à me détendre en approchant de la station. Je me suis garé sur le côté du parking, à l'écart des autres camions, et j'ai coupé le moteur. Après avoir attendu 1 minute pour organiser mes affaires, j'ai ouvert la porte de mon camion et j'ai passé la tête dehors pour jeter un œil le long de ma remorque. J'ai été trempé en quelques secondes à cause de la pluie, mais je n'ai vu aucune voiture derrière moi. Je me suis enfin senti soulagé. J'ai récupéré mon oreiller et ma couverture du côté passager, verrouillé les portes, éteint le camion et essayé de me reposer. Le bruit de la pluie battant contre le toit en métal m'a rapidement aidé à m'endormir, couvrant tous les autres bruits des camions qui allaient et venaient. Quand je me suis réveillé, j'ai eu l'impression de n'avoir dormi que quelques minutes. Il faisait toujours nuit, et la tempête semblait encore plus violente qu'avant. Mais avant que je ne puisse vérifier mes rétroviseurs, un bruit sourd a secoué le camion. Mes yeux se sont écarquillés, et j'ai immédiatement attrapé la poignée de la porte pour l'ouvrir. En regardant vers l'arrière de la remorque à travers la pluie, j'ai à peine distingué les contours d'une voiture avec ses phares éteints et 2 hommes se déplaçant devant elle. Terrifié, j'ai hésité à sortir et à les confronter. Pendant que je restais là, figé dans cette hésitation, la porte du camion s'est soudainement refermée contre moi, me repoussant sur mon siège. Un autre homme se tenait dehors, criant de rester où j'étais, tout en claquant la porte à nouveau. Sa main droite était glissée dans son sweat à capuche, et avec 2 autres hommes derrière le camion, je n'étais clairement pas en position de tenter quoi que ce soit. Je pouvais sentir le camion trembler, alors que les hommes dehors regardaient chacun de mes mouvements. Ils ne détournaient pas les yeux une seule seconde. Cela a duré quelques minutes, puis ils sont tous retournés à leur voiture et sont partis. J'étais encore sous le choc, regardant leur voiture disparaître sur la route. J'ai immédiatement appelé la police pour signaler l'incident, mais aucune information n'a jamais été retrouvée concernant ces hommes. Tout ce que je sais,
c'est que si j'avais été un peu moins vigilant et que j'avais essayé de partir à la première vue de ces hommes, je n'aurais probablement pas pu m'en sortir aussi indemne. En 2019, je faisais des livraisons pour une pizzeria près de mon école. Je travaillais la plupart des jours après les cours pour pouvoir payer ma voiture et mon loyer. Ce n'était pas un super boulot, à bien des égards, mais ça suffisait pour me permettre de traverser mes années d'université sans être complètement fauché. Cette nuit-là ne commençait pas différemment des autres. J'avais commencé mon service à 18h, livré pendant 3 heures d'affilée, pris une pause dîner, puis repris à 21h30. J'ai pris la commande suivante et je suis parti en direction de l'adresse. L'adresse en question ne ressemblait pas à une maison, mais le trajet pour y arriver n'était pas ce à quoi je m'attendais. Le GPS m'emmenait plus loin de la ville, loin des maisons et des magasins, et jusqu'à un centre d'affaires. C'était une zone pleine de petits immeubles de bureaux et rien d'autre. J'ai suivi la route sans trop pouvoir distinguer les adresses, alors j'ai simplement suivi les indications du GPS, en espérant qu'il m'emmènerait au bon endroit. Quand je suis arrivé, j'ai traversé un grand parking jusqu'à ce que je parvienne devant l'immeuble et que je puisse enfin lire l'adresse. Elle correspondait à celle de la commande, mais quelque chose n'allait pas. Le parking était complètement vide. Pas un seul lampadaire n'était allumé, et le bâtiment de bureau ne montrait aucun signe d'activité à l'intérieur. J'ai vérifié l'adresse à nouveau, pensant qu'il devait y avoir une erreur, mais tout était correct. J'ai même cherché sur Google pour voir s'il y avait un autre endroit à proximité avec la même adresse, mais non, c'était bien ici. J'ai mis la voiture au point mort et je suis sorti, regardant autour de moi avant de m'approcher de la porte. C'était une porte en verre avec un film teinté sombre. J'ai frappé puis reculé d'un pas et attendu. Quelques instants plus tard, la porte s'est ouverte. Un homme d'âge moyen, habillé très décontracté, se tenait là avec un petit sourire. Il est soudainement devenu très excité et m'a dit qu'il était heureux que la nourriture soit enfin arrivée et que tout le monde avait faim. J'ai regardé derrière lui, mais je n'ai vu personne d'autre, seulement une seule lumière allumée dans le couloir. J'ai ignoré cela et lui ai simplement donné le total de sa commande. Il a dû se rendre compte de ce que je cherchais, car il m'a vite expliqué que les autres étaient dans la salle de repos au 3e étage pour une fête d'entreprise. J'ai souri par politesse, mais l'homme parlait avec tellement d'enthousiasme que cela semblait presque forcé. Il a sorti son portefeuille et m'a donné l'argent pour les pizzas, ainsi qu'un pourboire de 10 €. Mais alors que je prenais l'argent, il m'a demandé une faveur. Il voulait que je l'aide à monter les pizzas jusqu'au 3e étage. L'homme m'a mis dans une situation inconfortable. J'avais déjà accepté le pourboire généreux, et cela semblait normal de l'aider. D'un autre côté, porter quelques pizzas n'est pas difficile, et ça ne semblait absolument pas nécessaire. Il a commencé à marcher sans attendre ma réponse, m'incitant à le suivre en direction d'une porte menant aux escaliers. Je l'ai suivi de loin, gardant mes distances en entrant dans la cage d'escalier. Cependant, en entrant, j'ai ressenti un souffle d'air froid et j'ai remarqué que toutes les lumières étaient éteintes. Seule la petite lumière du couloir éclairait l'entrée des escaliers. L'homme a commencé à monter, mais s'est arrêté en réalisant que je ne le suivais plus. Il a fait une remarque humoristique sur les lumières, mais son sourire s'est rapidement effacé en voyant que je n'allais pas continuer à le suivre. Sans hésitation, il a dévalé les escaliers vers moi, de la colère dans les yeux. J'ai laissé tomber les pizzas au sol et je me suis précipité hors de la porte et dans le couloir, courant vers la sortie et fonçant jusqu'à ma voiture. J'ai vu l'homme sortir partiellement par les portes avant de retourner à l'intérieur et de les claquer derrière lui. J'ai immédiatement appelé la police après m'être garé dans un autre parking. Lorsque les policiers sont arrivés, l'homme avait déjà pris la fuite. Comme il avait payé en espèces, il était impossible de savoir qui il était réellement. L'immeuble de bureau était vide et il n'y avait personne au 3e étage. Il est donc clair que tout cela n'était qu'un piège. Ce qu'il avait préparé pour moi au 3e étage reste un mystère, et j'espère que personne n'aura jamais à le découvrir. Je faisais des livraisons pour un restaurant chinois local à l'époque où j'étais encore lycéen. J'étais adolescent, et peu importe le travail que je faisais,
Je savais que ce ne serait que pour 1 an ou 2. Je dirais que ce travail était assez classique, comme la plupart des premiers emplois dans le commerce ou la restauration, avec des jours lents et ennuyeux, et d'autres plus chargés et stressants. En tant que livreur, j'étais toujours reconnaissant de ne pas avoir à travailler dans le restaurant et de ne pas devoir gérer la foule des clients. Ce soir-là, j'ai commencé mon service à 18 h. C'était un vendredi, donc je travaillais jusqu'à minuit. Dès que j'ai pointé, j'ai enchaîné les livraisons pendant 2 heures, sans une seule pause. À 20 h, le flux de commandes avait un peu ralenti, mais il me restait encore 3 livraisons à faire avant de pouvoir prendre ma pause dîner. J'ai donc pris les 3 commandes et je suis parti pour les livrer avant 21 h. La première adresse était proche, mais les 2 autres étaient plus éloignées, ce qui n'était pas rare, car notre ville était assez étendue. Après avoir déposé la 2e commande, je me dirigeais vers la dernière destination, à environ 10 minutes de là. L'étiquette indiquait que la commande n'avait pas encore été payée. Pendant tout le trajet, je ne pensais qu'à la pause bien méritée que je prendrais ensuite. Aller-retour pendant 3 heures d'affilée m'avait fatigué plus que d'habitude ce soir-là. En arrivant dans le quartier, j'ai suivi le GPS jusqu'à ce que j'atteigne une zone plus isolée, où l'atmosphère a rapidement changé. J'ai tourné sur une petite route étroite, au bitume craquelé et pleine de nids de poules. Les maisons étaient à peine visibles, dissimulées derrière des buissons épais et des pelouses non entretenues. Quand le GPS m'a dit que j'étais arrivé, j'ai arrêté la voiture, mais je ne voyais pas de maison. J'ai allumé mes pleins phares et, très faiblement, j'ai distingué la silhouette d'une petite maison assez loin de la route. J'ai ensuite regardé l'herbe menant à la maison et réalisé qu'il y avait une allée, mais qu'elle était entièrement envahie par des ronces et de hautes herbes. Je ne l'aurais jamais vue si je n'avais pas d'abord aperçu la maison. Sachant que je ne pourrais même pas y conduire, j'ai mis la voiture au point mort, pris le sac de nourriture et commencé à marcher le long de cette allée, envahie par la végétation. Je n'en revenais pas de l'état dans lequel elle était, et je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un laisse son allée se dégrader à ce point. En me rapprochant, je voyais mieux la maison. Elle était très petite, ressemblant presque à une caravane, et semblait être dans le même état que l'allée. Des ronces poussaient sur les fenêtres, et des buissons couvraient chaque centimètre de cette maison presque en ruine. En arrivant à la porte d'entrée, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Je le sentais dans mes tripes, mais j'étais juste un jeune livreur et j'avais peur de perdre mon travail. Alors j'ai fait ce que j'étais censé faire, livrer la commande à cette adresse. J'ai ignoré mes mauvaises sensations et j'ai frappé à la porte. Presque immédiatement, j'ai entendu des pas se diriger vers la porte. Elle s'est ouverte, révélant une jeune femme. Au premier abord, dans la faible lumière, elle avait l'air tout à fait normale, et j'ai ressenti un grand soulagement. Mais en quelques secondes, j'ai réalisé que son apparence soignée contrastait étrangement avec l'état déplorable de la maison. Tandis que ses pensées se bousculèrent dans ma tête, elle a ouvert la porte moustiquaire et a dit d'un ton étrangement calme « Entre ». Tout m'a frappé d'un coup, et j'ai reculé de quelques pas, réalisant que je devais partir immédiatement. Je me suis retourné, mais à peine avais-je commencé à m'éloigner que j'ai entendu un bruit sourd venant du côté de la maison. J'ai regardé dans cette direction et vu 2 hommes courir depuis l'arrière de la maison, traversant les buissons et fonçant vers moi. J'ai tout laissé tomber et commencé à courir aussi vite que je pouvais à travers l'herbe épaisse et les ronces. Juste avant d'atteindre la fin de l'allée, j'ai trébuché et suis tombé par terre. J'ai rapidement essayé de me relever en entendant leurs pas se rapprocher de moi. Je n'ai même pas osé me retourner pour voir à quel point ils étaient proches, et je me suis précipité dans ma voiture. Je l'ai démarrée, et les hommes se sont immédiatement arrêtés et sont repartis d'où ils venaient. Mon corps entier tremblait encore à cause de l'adrénaline, mais j'ai fait demi-tour et quitté les lieux. Bien sûr, j'ai prévenu mon patron de ce qui s'était passé, et il m'a immédiatement conseillé d'appeler la police pour signaler l'incident. J'étais vraiment soulagé de savoir qu'il se souciait plus de ma sécurité que de la commande. En y repensant, cela aurait été horrible si cela avait été le contraire. La police m'a interrogé ainsi que mon patron et a mené une enquête complète, mais ils n'ont jamais pu retrouver ces individus. Le terrain sur lequel je me trouvais appartenait en fait à l'État, et le panneau « Propriété privée » à l'entrée du chemin
avaient été arrachés et jetés dans les hautes herbes. Leurs intentions sont inconnues, mais il semble que la réponse la plus évidente soit probablement la bonne. J'espère juste que personne d'autre n'aura à vivre ce que j'ai vécu, ou si cela devait arriver, qu'ils aient la même chance que moi de pouvoir s'en sortir. J'avais un peu de temps libre ce soir-là, et après avoir bu quelques cafés plus tôt dans la journée, j'ai décidé de profiter de cette énergie pour sortir et gagner un peu d'argent. Je faisais des livraisons pour Kijiji, filant sur l'autoroute pour ma prochaine course. Il était très tard, les routes étaient désertes, et la nuit était paisible, un véritable rêve pour tout livreur. Cependant, en route, mon téléphone s'est mis à vibrer. C'était le client qui m'appelait, mais avant que je puisse répondre, l'appel s'est interrompu après seulement quelques secondes. J'ai pensé que ça devait être une erreur, mais, au cas où, j'ai rappelé. Ça a sonné un moment, mais personne n'a répondu. J'ai haussé les épaules, et je n'y ai plus pensé pendant le reste du trajet. Je suis sorti de l'autoroute, et je me suis dirigé vers le quartier. C'était une rue tout à fait normale, avec des maisons ordinaires. En arrivant à la maison pour laquelle je devais livrer, je me suis garé dans l'allée et j'ai commencé à marcher vers le porche. En posant le sac de nourriture, j'ai remarqué que la porte d'entrée était entr'ouverte. Je ne savais pas si c'était volontaire ou non, alors j'ai frappé doucement à la porte et annoncé que je déposais leur commande. À ce moment-là, j'ai entendu un bruit quelque peu dérangeant venant du fond du couloir. C'était un bruit sourd étouffé qui imitait presque mes coups, comme si quelqu'un frappait sur une porte. Un peu secoué, j'ai ouvert la porte d'entrée un peu plus grand et j'ai de nouveau appelé. Je ne savais pas vraiment quoi dire, alors j'ai simplement répété que je livrais leur nourriture. Quelques instants de silence se sont écoulés, puis j'ai entendu une porte s'ouvrir à l'arrière de la maison. Un homme est apparu au coin du couloir. Il avait l'air inquiet et contrarié, mais je ne savais pas si c'était à cause de moi ou d'autre chose. L'homme a avancé dans le couloir, jusqu'à l'entrée où je me tenais, sans dire un mot. Il a commencé à tendre la main vers le sac, mais c'est alors que j'ai de nouveau entendu ses coups venant du fond du couloir. J'ai regardé derrière lui, confus, et il s'est tourné pour regarder aussi, puis a rapidement reporté son attention sur moi, réalisant que j'avais entendu aussi. « Tout va bien ?» ai-je demandé prudemment. Le bruit résonnait encore à travers les murs tandis que l'homme me fixait, comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait faire. « Pourquoi ne rentrez-vous pas pour m'apporter la nourriture ?» m'a-t-il dit, presque sur un ton exigeant. Nerveusement, j'ai pris le sac, mais j'ai rapidement compris à quel point c'était une mauvaise idée. Je me sentais menacé, comme si je devais le suivre, mais j'avais aussi l'impression que si je le faisais, je ne sortirais peut-être pas vivant de là. Pendant mon hésitation, son visage est devenu encore plus contrarié, presque en colère. Il a alors tendu la main, m'a arraché le sac des mains et a claqué la porte devant moi. Stupéfait, je suis resté un moment figé, écoutant ses pas s'éloigner dans le couloir, tandis que les coups s'arrêtaient soudainement. À ce stade, je ne pouvais plus rien faire d'autre, alors je me suis précipité vers ma voiture et suis parti. J'ai mis fin à mes livraisons Kijiji après cet incident et j'ai fini par signaler cette scène vraiment troublante à la police. Ce qui m'a poussé à le faire, c'est le fait que l'homme ait essayé de me faire rentrer chez lui. Sans cela, je n'aurais peut-être pas eu assez de preuves pour réagir. Malheureusement, quelques heures plus tard, la police m'a informé que l'homme avait nié la présence de quiconque dans la maison et avait refusé que les agents fouillent son domicile. À ce stade, il n'y avait plus rien à faire sinon spéculer. Je crois vraiment qu'il se passait quelque chose de terrible et qu'il était peut-être prêt à me faire subir la même chose. Mais je pense que nous ne le saurons jamais avec certitude. Je revenais de chez un ami qui habite à environ 1 heure de route. Nous avions perdu la notion du temps, donc je ne suis parti qu'aux alentours de 2 heures du matin. J'étais vraiment fatigué, et le trajet était terriblement ennuyeux. La majorité du chemin se faisait sur une longue route droite et pendant les 20 premières minutes, je n'ai croisé aucune autre voiture. C'était juste moi, fixant sans fin la route devant, essayant de ne pas m'endormir. Puis soudain, mes phares ont éclairé quelque chose sur la route, bien plus loin. Au début, je n'arrivais pas à distinguer ce que c'était, mais à mesure que je m'approchais, j'ai dû ralentir,
puis finalement m'arrêter. Un semi-remorque était garé au milieu de la route, bloquant les deux voies. Je suis resté assis là quelques secondes, ne comprenant pas bien ce que je voyais. Nous étions à au moins 30 minutes de la ville, et il n'y avait rien autour. La seule raison pour laquelle quelqu'un s'arrêterait ici, c'est en cas d'urgence. J'ai regardé à droite du camion. Il y avait peut-être juste assez de place pour que je puisse contourner la remorque, mais le talus était trop raide pour que je tente de conduire si près du bord. De l'autre côté du camion, les arbres étaient trop serrés pour que je puisse passer entre eux. Après une minute entière à observer la scène, j'ai pensé qu'il devait forcément y avoir une urgence, et que la meilleure, voire la seule option était de vérifier ce qui se passait. Je suis sorti de ma voiture et j'ai commencé à marcher vers l'avant de la remorque. Je me souviens du silence complet, comme si la nuit elle-même était vide et immobile. Lorsque je suis arrivé à l'avant, j'ai remarqué que la lumière était allumée dans la cabine du conducteur. Je me suis approché de la porte et j'ai frappé doucement, puis j'ai demandé s'ils allaient en bien. La fenêtre était trop haute pour que je puisse voir à l'intérieur, alors je n'ai rien pu apercevoir depuis le sol. Après quelques secondes sans réponse, j'ai appelé à nouveau, mais il n'y avait même pas le moindre bruit venant de l'intérieur. Mon instinct me disait que quelque chose clochait sérieusement. J'ai regardé devant moi, puis derrière, et je n'ai vu que du brouillard au loin, ce qui ne faisait que me rappeler à quel point j'étais loin de tout. J'ai attrapé le bord de la porte et je me suis hissé sur les marches pour pouvoir regarder à l'intérieur. Il y avait des affaires éparpillées partout, comme si le camion avait eu un accident ou quelque chose de ce genre, rendant la cabine complètement en désordre. Mais il n'y avait personne à l'intérieur. C'est alors que j'ai remarqué que la porte de l'autre côté était grande ouverte. Je suis redescendu sur la route et j'ai commencé à contourner le camion pour aller voir cette porte ouverte, mais je me suis arrêté net quand j'ai vu un homme dans la forêt en train de monter le talus. Il était grand, avec des cheveux jusqu'aux épaules, et il avait l'air très négligé. « Hé, ça va ?» L'homme ne m'a pas regardé, il continuait simplement de monter depuis la forêt et de se diriger vers la route. Sous la faible lumière de mes phares, j'ai vu des taches rouges foncées sur ses vêtements et son visage était couvert de saleté et de crasse. En pensant qu'il n'allait clairement pas bien, je lui ai proposé de l'aider, mais il n'a toujours pas reconnu ma présence. Cela a changé au moment où j'ai dit que je pouvais appeler les urgences. Il s'est immédiatement arrêté, a tourné la tête et m'a fixé du regard. Maintenant le contact visuel pendant plusieurs longues secondes. « Ça va ?» a-t-il dit d'un ton grave et menaçant. Je me suis arrêté de parler et je l'ai regardé monter dans le camion. Je suis retourné précipitamment à ma voiture et alors que le camion redémarrait, j'ai fait demi-tour et suis retourné directement chez mon ami. Là-bas, j'ai appelé le 911 et j'ai donné tous les détails dont je me souvenais. Comme on pouvait s'y attendre, l'affaire n'a jamais vraiment avancé. Ce qui s'est passé cette nuit-là sur cette route reste un mystère, et ça me terrifie encore. La manière dont le camion était arrêté en travers de la route et l'état chaotique de la cabine. Je pense que quelque chose ou quelqu'un les a forcés à s'arrêter. Ce qui s'est passé ensuite reste sujet à débat, mais l'homme que j'ai vu n'était probablement pas le chauffeur original. Et je pense que nous pouvons tous deviner ce qui s'est probablement passé dans la forêt en contrebas de la route. Et travaillait pour mon père dans sa petite entreprise de construction. Il gérait un dépôt et un entrepôt plein de matériaux, ainsi que les différents chantiers où les ouvriers travaillaient. Comme je n'avais que 17 ans à l'époque, mon travail consistait essentiellement à faire l'assistant. Je devais transporter les matériaux d'un site à l'autre et aller chercher tout ce qui était nécessaire en fonction des besoins du chantier. Parfois, il fallait livrer certains matériaux avant l'arrivée des ouvriers, car ils en avaient besoin pour commencer à travailler dès le matin. Ainsi, pendant les semaines chargées, il m'arrivait de devoir commencer très tôt, vers 2 ou 3 heures du matin, pour m'assurer que tout était livré à temps. Évidemment, cela n'arrivait que pendant l'été, quand je n'avais pas école, donc je n'avais aucune excuse pour ne pas travailler. J'aimais bien faire ces livraisons tôt, car c'était calme et je n'avais pas à suivre les instructions de qui que ce soit. Ce jour-là, je suis arrivé à l'entrepôt à 3 heures du matin, j'ai chargé les matériaux et je me suis mis en route pour le chantier. Il s'agissait d'un travail de réparation sur un vieux bâtiment, peut-être même abandonné à la périphérie de notre ville. En arrivant,
J'ai vu un camion garé juste devant. Ses phares étaient éteints et on aurait dit qu'il n'y avait personne aux alentours. Il était bien trop tôt pour que quelqu'un soit déjà là pour travailler, donc je ne m'attendais pas à voir un véhicule. Je me suis garé et suis sorti pour examiner la situation. Le camion ne faisait pas partie de notre entreprise, et ses vitres teintées m'empêchèrent de voir à l'intérieur. J'ai jeté un œil au bâtiment pour voir si quelqu'un était là, puis j'ai appelé à voix haute pour demander si quelqu'un était à l'intérieur. Pas de réponse. Me sentant un peu bizarre face à la situation, j'ai sorti mon téléphone et appelé mon père. Ça a sonné un moment, puis ça a basculé sur sa messagerie. En supposant que c'était probablement juste un camion personnel appartenant à un ouvrier qui l'avait laissé là, je suis retourné à mon véhicule et j'ai commencé à décharger les matériaux. Cela m'a pris environ 1 heure, puis je suis remonté dans ma voiture et j'ai commencé à partir. Mais en quittant la zone, j'ai regardé dans mon rétroviseur et soudain, les phares du camion se sont allumés. J'ai freiné brusquement, m'arrêtant sur le côté de la route pour observer. Le camion commençait à reculer. Quelqu'un était donc là tout ce temps. Sachant que cela ne pouvait pas être un ouvrier, il m'aurait répondu, évidemment. Je me suis mis à observer attentivement. Le camion s'est engagé sur la route et a roulé jusqu'à moi, s'arrêtant juste à côté. Je fixai la vitre, sachant que quelqu'un derrière était probablement en train de me fixer aussi. Je me suis senti mal à l'aise. J'ai lâché mon téléphone sur le siège et j'ai essayé de reprendre la route, mais le camion a rapidement égalé ma vitesse pour m'empêcher de retourner sur la route. À gauche, il y avait des arbres, et à droite, le camion me bloquait. Pris de panique, j'ai passé la marche arrière et essayé de reculer, mais le camion a fait de même jusqu'à taper le côté de ma voiture. J'ai perdu le contrôle et j'ai glissé hors de la route, heurtant un arbre. Le camion s'est arrêté en haut de la route, comme si quelqu'un allait sortir, mais soudain, les feux de freinage se sont éteints et ils ont redémarré, repartant à toute vitesse. À peine 20 secondes plus tard, une autre voiture s'est arrêtée sur le côté de la route. Un homme en est sorti en courant vers moi, me demandant si j'allais bien. Je ne connaissais pas son nom à l'époque, mais c'était un des ouvriers qui venait d'arriver sur le chantier. Il n'avait vu que la fin de la scène, mais il m'a dit qu'il reconnaissait l'autre camion. C'était celui de Samuel, un autre ouvrier que mon père avait embauché quelques mois auparavant. Il s'est avéré que plusieurs outils et matériaux manquaient sur le chantier, pour une valeur totale d'environ $10 000, et c'était seulement pour cette nuit-là. Il est possible que Samuel ait volé des objets petit à petit au fil des mois. Ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est probablement que Samuel pensait que le fait que j'ai vu son camion le trahirait et qu'il finirait par se faire prendre. Alors, il a essayé de m'arrêter. Je ne sais pas ce qu'il comptait me faire, mais comme j'étais le seul témoin, il est probable qu'il pensait qu'il ne serait jamais découvert si je disparaissais. Malheureusement, son identité et d'autres éléments n'ont rien donné, et il est probable qu'il était soit un immigré clandestin, soit un criminel utilisant de fausses pièces d'identité et des documents de travail volés. Je ne m'attendais jamais à ce que quelque chose comme ça m'arrive, mais au moins, il est vraiment peu probable que je recroise un jour cet homme. Je suis chauffeur-livreur pour une chaîne d'épicerie bien connue de ma ville. Cela signifie que je reste dans un rayon d'environ 80 km et que je fais des allers-retours entre l'entrepôt et plusieurs magasins pour livrer des palettes de produits alimentaires. Je n'ai jamais à faire de trajet de plus de 2 heures, donc chaque soir, je rentre chez moi à une heure raisonnable et je dors dans mon propre lit, contrairement à la plupart des camionneurs qui font des trajets longue distance et qui doivent souvent s'arrêter dans des relais routiers. Cette journée était plutôt ordinaire. J'avais effectué plusieurs livraisons et je suis arrivé à ma dernière destination vers 21 heures. Il leur a fallu une demi-heure pour vider la remorque, après quoi j'étais libre de rentrer à l'entrepôt et de finir ma journée. Ce dernier trajet est toujours le plus long, car l'entrepôt est situé à la périphérie de la ville, loin de tout. 1 heure après avoir repris la route, il me restait environ 15 minutes avant d'arriver, alors je me suis arrêté dans une station-service pour faire le plein, car j'étais pratiquement à sec. Je suis allé à la section diesel et j'ai commencé à faire le plein tout en m'appuyant contre le camion, attendant que le réservoir se remplisse. J'ai alors remarqué un groupe de personnes près d'un pick-up garé de l'autre côté de la station. Ils étaient les seuls autres clients.
mais ils n'arrêtaient pas de me regarder, jetant des coups d'œil à la fois vers moi et mon camion. C'était étrange, mais j'ai supposé qu'ils attendaient simplement que je parte, probablement pour faire une bêtise sans témoin. Une fois le plein terminé, j'ai remis la pompe et je suis monté dans mon camion pour quitter la station. Alors que je partais, le groupe est également monté dans leur pick-up et s'est placé juste derrière moi. C'était clairement plus qu'une simple coïncidence. Je ne savais toujours pas exactement ce qu'ils avaient en tête, mais ils ne faisaient plus d'efforts pour le cacher. Pendant le kilomètre suivant, en nous éloignant vers les abords de la ville, ils se mettaient à faire des embardées derrière moi, entrant et sortant de leur voie, et incapables de maintenir une vitesse régulière. J'ai alors pris mon téléphone et appelé la police pour signaler leur conduite dangereuse et potentiellement sous l'influence de l'alcool. Étant dans un gros semi-remorque, je ne me sentais pas en danger, mais je m'inquiétais pour les autres usagers de la route. Après quelques minutes, ils sont passés sur la voie à côté de moi et ont accéléré jusqu'à se placer juste à hauteur de ma fenêtre. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu quelques gars qui me fixaient, parlant entre eux. Puis, ils ont de nouveau accéléré avant de freiner brusquement juste devant moi. Je n'ai pas eu d'autre choix que de freiner à mon tour, m'arrêtant de justesse avant de les percuter. À ce moment-là, toutes les portes de leur camion se sont ouvertes et 4 d'entre eux ont couru vers mon véhicule, essayant d'ouvrir les portes et de monter à l'intérieur. J'ai immédiatement enclenché la marche arrière pour créer de la distance entre nous avant de repasser en marche avant. Mes seules options étaient de tenter de quitter la route, ce qui risquait de faire basculer ma remorque ou de foncer dans leur pick-up. Évidemment, j'ai opté pour la seconde option et j'ai foncé droit dans leur camion. Les 4 hommes se sont écartés de la route juste avant l'impact, et après une trentaine de secondes, j'étais déjà loin. En arrivant à l'entrepôt, la police était déjà sur les lieux, ayant retrouvé leur pick-up sur le bord de la route avec les 4 individus à côté. D'après ce que l'agent m'a dit, ils étaient tous ivres et peu enclins à coopérer pour expliquer ce qu'ils faisaient. Quoi qu'ils aient eu l'intention de faire, c'était assez effrayant de voir 4 gars ivres et agressifs essayer de pénétrer dans mon camion. Même si tout s'est passé très vite et que cela ne semble peut-être pas si terrible, je pense que si je n'avais pas réagi aussi rapidement, la situation aurait facilement pu dégénérer en quelque chose de bien plus grave. Mais il est impossible de savoir ce qui aurait pu se passer. J'ai travaillé chez Pizza Pizza pendant quelques années à la fin du lycée et au début de l'université. Je faisais des livraisons de pizza et parfois j'aidais avec le ménage et d'autres tâches. Comme je travaillais de nuit, mon horaire habituel était de 16h à 1h du matin, même pendant les jours calmes en semaine. Ce jour-là, vers 22h, nous n'avions plus de commandes. Alors nous avons commencé à nettoyer et à préparer la fermeture pour pouvoir partir à 23h. Mais à 22h45, le téléphone du restaurant s'est mis à sonner. J'ai laissé mon manager répondre, et en entendant ce qu'il disait, j'ai compris que quelqu'un passait une commande. Bien que ma journée se termine dans 15 minutes, je devais quand même livrer cette commande, ce qui m'a visiblement agacé. J'ai attendu que la pizza soit prête, puis je suis parti juste avant 23h. L'adresse n'était pas très loin, à moins de 10 minutes. Cependant, en arrivant sur place, j'étais un peu confus. Il y avait une longue allée qui s'enfonçait dans les arbres, mais je ne voyais aucune maison ni lumière au bout. J'ai vérifié la carte en zoomant et j'ai vu qu'il y avait bien une maison, mais elle était vraiment au fond de l'allée. J'ai tourné dans l'allée et allumé mes pleins phares. Après la première partie qui était reliée à la route principale, le chemin est devenu un sentier de gravier difficile à suivre, car il était étroit et les arbres étaient très proches. Finalement, le chemin s'est ouvert sur un petit champ et au bout, il y avait une vieille maison en bois. Elle était trop grande pour être une simple cabane, mais elle donnait vraiment cette impression d'une maison isolée en pleine forêt. Il n'y avait pas d'endroit précis pour se garer, alors je me suis simplement arrêté sur le sentier et je suis sorti de la voiture. Quelques lumières extérieures étaient allumées, mais elles n'étaient pas très fortes, et la plupart des bois environnants étaient plongés dans l'obscurité totale. Je me suis approché de la porte, en espérant que tout se passe rapidement, car quelque chose commençait à me rendre mal à l'aise. Juste avant de frapper à la porte, j'ai entendu un bruit derrière moi, des feuilles qui craquaient dans les bois près de l'allée.
J'ai jeté un coup d'œil, mais il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Alors, je me suis tourné à nouveau et j'ai frappé à la porte. En attendant, je regardais ma voiture, regrettant de ne pas avoir laissé les clés à l'intérieur pour que les phares restent allumés. Même depuis le Porsche, il était difficile de voir plus qu'un faible éclat venant des réflecteurs en plastique. Le reste de la voiture était plongé dans l'obscurité au-delà de la faible lumière émise par la maison. J'ai entendu des pas à l'intérieur, puis la porte s'est ouverte. C'était un vieil homme avec des cheveux courts noirs et un regard vitreux. « J'ai une pizza de chez Pizza Pizza pour vous », dis-je en tendant la boîte. Il y a eu un léger silence avant que l'homme n'étende lentement la main pour la prendre, me regardant dans les yeux tout du long. Il l'a posée sur une table à côté de lui, puis a sorti son portefeuille et commencé à compter de l'argent. C'est alors que j'ai de nouveau entendu ce bruit de feuilles qui craquent derrière moi, près de ma voiture. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, là où le bruit venait, mais au moment où j'ai cru apercevoir quelque chose, l'homme a attrapé mon épaule. « Tenez, pour vous », a-t-il dit en me tendant l'argent. J'ai pris l'argent rapidement, puis j'ai de nouveau regardé vers ma voiture, mais je n'ai rien vu. Quelques secondes plus tard, j'ai sursauté en entendant la porte claquer violemment derrière moi. Avant de quitter le Porsche, j'ai sorti mon téléphone et allumé la lampe torche. Je suis retourné rapidement à ma voiture, éclairant dans toutes les directions, mais je n'ai rien vu. Je suis monté dans la voiture, j'ai fait un demi-tour rapide, et je suis parti de là. Cette sensation désagréable ne m'a pas quitté pendant tout le trajet retour. Une fois de retour au restaurant, après avoir terminé mon service, j'ai fait un tour rapide de ma voiture. Tout semblait normal, mais en y regardant de plus près, j'ai remarqué des éraflures près de la poignée de la porte passager que je ne me souvenais pas avoir vues avant. Je ne pouvais rien vérifier avec certitude, et même si je l'avais pu, je ne pense pas qu'il y aurait eu grand-chose à faire. Mais je suis persuadé que quelqu'un était là, dans les bois, essayant d'entrer dans ma voiture à mon insu. Peut-être que tout cela était un piège. Je ne peux pas en être sûr, mais s'ils avaient réussi à entrer, il y a des chances qu'ils se seraient cachés sur la banquette arrière attendant que je revienne. Ce qui aurait pu se passer ensuite, il vaut mieux ne pas y penser. Cela s'est passé à l'époque où j'utilisais encore Grindr. Mais cela me rappelle toujours à quel point je suis soulagé de ne plus faire de rencontres en ligne. Pour ceux qui ne connaissent pas Grindr, c'est une application de rencontres pour hommes gays qui affiche les personnes à proximité. Elle utilise votre position géographique mais ne partage pas votre localisation exacte, à moins que vous ne l'envoyiez directement à l'autre personne. J'ai reçu un message d'un profil vide, sans nom, sans photo et sans bio. La seule information qui apparaissait était qu'il se trouvait à moins d'1 kilomètre de moi. Cela arrive souvent, car il y a beaucoup d'hommes dans le placard, surtout à cette époque. En tant qu'homme en surpoids dans la communauté gay, je devais saisir toutes les opportunités, car la plupart des hommes gays de mon entourage ne me prêtaient même pas attention. Il a commencé de manière assez gentille, se présentant sous le nom de Hey Zeus et me demandant comment j'allais, tout en engageant une petite conversation banale. Il m'a dit qu'il aimait les hommes plus corpulents, et après avoir échangé des photos, nous avons tous deux convenu que nous nous trouvions attirants. Il m'a alors demandé si je voulais venir chez lui pour jouer à des jeux vidéo et peut-être m'amuser un peu. J'avais rencontré quelques gars via Grindr auparavant, et même si nous avions passé de bons moments, cela n'avait finalement jamais mené à rien de sérieux. Cependant, je les avais toujours rencontrés dans des lieux publics. Je n'étais jamais allé chez eux, ni eux chez moi. Je me suis dit que cela faisait assez longtemps et qu'un peu de plaisir décontracté ne pourrait pas faire de mal. En plus, il était vraiment mignon, et exactement mon type. Il a proposé de venir me chercher, puisque j'étais à quelques rues de chez lui. Apparemment, il vivait dans un parc de caravanes à proximité. J'ai décidé de prendre une douche d'abord, et il m'a dit de me dépêcher de venir. Puis il a ajouté, un peu gêné, qu'il avait besoin de me demander un petit service. Il se demandait si je pouvais lui prêter 20 $. Supposément, il vivait avec sa mère et elle était partie pour le week-end en le laissant sans argent pour la nourriture. Avec le recul, je sais que c'était stupide, mais sur le moment, je me sentais un peu mal pour lui. Je lui ai dit que je n'avais pas de liquide, mais il a répondu que ce n'était pas grave, que je pouvais simplement lui envoyer de l'argent via une application.
dont je ne me souviens plus du nom. Bref, je lui ai envoyé l'argent, pris ma douche, puis je lui ai fait savoir que j'étais prêt. Il m'a répondu qu'il était sur le point de partir, mais qu'il ne trouvait pas ses clés. Je lui ai dit que ce n'était pas un problème, que je pouvais attendre dehors. À ce moment-là, je n'avais pas encore donné mon adresse, mais j'étais sur le point de le faire. Cependant, lorsqu'il n'a pas répondu à ma question sur ses clés, j'ai commencé à m'inquiéter. Les minutes ont passé, puis 1 heure. Je lui ai envoyé un autre message pour lui demander s'il venait toujours. Je pouvais voir qu'il se connectait et se déconnectait, donc je savais qu'il lisait mes messages. Finalement, j'ai accepté qu'il m'avait probablement fait faux bond et qu'il voulait juste de l'argent. Je lui ai envoyé un dernier message, lui disant que c'était vraiment nul et que s'il m'avait simplement demandé, je lui aurais donné l'argent sans qu'il ait besoin de tout ce stratagème. Que dire? Je peux être trop gentil parfois. Quelques semaines ont passé, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui, alors je l'ai bloqué. Ensuite, j'ai reçu un autre message d'un autre utilisateur de Grindr, relativement proche. Son profil était également vide, ce qui a éveillé mes soupçons. Il m'a dit qu'il aimait aussi les hommes corpulents, ce qui m'a encore plus mis la puce à l'oreille, car il est peu probable que 2 amateurs d'hommes ronds vivent si près de moi. Nous avons échangé des photos à nouveau, et c'était un gars différent. Cependant, il m'a soudainement demandé de l'argent, encore une fois. Sur Grindr, vous pouvez créer autant de comptes que vous voulez, il suffit d'une adresse email. Il y avait énormément de comptes de spam, souvent automatisés, c'était vraiment agaçant. Je l'ai confronté parce que j'étais sûr à 95% que c'était Zeus. Au début, il a agi comme s'il ne savait pas de quoi je parlais, m'a traité de fou, puis m'a bloqué. Je me suis senti un peu mal parce que je pensais peut-être avoir fait une erreur et avoir repoussé un type sans raison. Mais sa réaction soudaine et offensive m'a laissé des doutes. Les semaines ont passé, et de temps en temps, ce même gars essayait de me tromper, même si je ne tombais plus dans le panneau. Finalement, j'ai explosé et lui ai demandé quel était son problème. Nous avons commencé à nous disputer, et à un moment donné, il m'a dit qu'il n'oserait pas me dire ça en face. Je lui ai répondu que je serais ravi de lui dire en personne, sans m'attendre à ce qu'il se présente vraiment. Cette fois, il a répondu « D'accord, on va voir ça, j'arrive bientôt ». À ce moment-là, j'ai commencé à m'inquiéter, car j'ai pensé qu'il n'était peut-être pas gay et qu'il s'agissait d'un homophobe cherchant à tabasser des hommes gays. Je pense souvent à ces hommes qui ont perdu la vie après avoir rencontré quelqu'un sur Grindr. Cependant, je me suis souvenu que je ne lui avais jamais donné mon adresse. Voici notre conversation. Je lui dis « Bien essayé, mais je ne t'ai jamais donné mon adresse. » « Si, idiot, tu ne savais juste pas que c'était moi. Sois prêt, j'arrive. » À ce moment-là, mon anxiété a commencé à monter, car j'avais donné mon adresse à un gars qui avait annulé à la dernière minute, mais je n'y avais pas pensé, car c'était avant que Zeus ne me recontacte. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai décidé de documenter ses menaces. Je lui ai répondu « Je sais que je ne t'ai pas donné mon adresse. Et de toute façon, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu verras, j'ai quelque chose pour toi. Le parc de Caravanes voit souvent la police passer et mon quartier est séparé du leur par un bayou. La nuit, j'entendais souvent des coups de feu provenant de là-bas, donc j'ai commencé à paniquer. Et s'il avait une arme? Et s'il avait amené des amis avec lui? Je lui ai dit « Ah ouais, et c'est quoi ce quelque chose? Quelque chose qui va te faire taire. Je suis dehors. » Là, j'ai vraiment commencé à flipper, car je ne savais pas s'il essayait juste de me faire peur ou s'il était vraiment dehors. J'avais fait des captures d'écran de tout et les avais envoyées aux administrateurs de Grindr pour les signaler, car il s'agissait de menaces crédibles de violence. Je ne savais pas si je devais appeler la police car s'il mentait, je ne voulais pas avoir l'air idiot. En plus, je n'étais pas sûr que ce soit suffisant pour qu'il fasse quoi que ce soit. J'ai décidé de jeter un coup d'œil depuis la fenêtre de l'étage pour voir si je pouvais le repérer. Si je pouvais identifier la marque et le modèle de sa voiture, je pourrais au moins avoir quelque chose à donner à la police. Je vis dans un cul-de-sac, donc quand je regarde par la fenêtre, je peux voir toute la rue. En regardant, j'ai vu une voiture que je n'avais jamais vue auparavant, garée sur le côté de la route, au bout de la rue. Mon cœur battait à tout rompre, car je savais que c'était lui, mais une partie de moi espérait que ce ne soit pas le cas. J'ai décidé de le tester pour voir s'il était vraiment là,
Il m'a dit « J'attends. Je ne te vois pas encore. Où es-tu » Bien sûr, je n'étais pas dehors, mais si c'était vraiment lui, pourquoi ne s'était-il pas garé devant chez moi, s'il ne connaissait pas mon adresse exacte? J'avais raison. Il m'a répondu « Oui, je te vois. Tu vas voir. Alors donne-le-moi maintenant. Je suis là. Attends un peu. » Je savais qu'il ne pouvait pas me voir depuis sa voiture car je jetais un coup d'œil discrètement et nos fenêtres avaient des rideaux d'intimité, donc de l'extérieur, on ne voit qu'un écran noir. Quelques minutes plus tard, la voiture a démarré et est partie. Je pense qu'il utilisait Grindr pour trianguler la zone où se trouvait mon quartier, mais bien sûr, il n'a pas trouvé ma maison exacte, car ce n'était pas à lui que j'avais donné mon adresse. Grindr m'a ensuite envoyé un message pour me dire qu'il avait été banni de l'application et qu'ils avaient contacté les autorités locales.